On va parler un peu de la MDPH, du handicap. C'est un engagement pour vous, on peut le dire. Est-ce que vous pourriez nous retracer un petit peu l'histoire de ce projet rapidement ? Sur la maison départementale des personnes handicapées, c'est très simple. Lorsque nous sommes arrivés, lorsque la majorité a basculé, Arnaud Bazin m'a proposé et m'a demandé de prendre la délégation de l'accueil et de l'accompagnement des personnes handicapées. J'ai accepté parce que, en tant que président d'association, je touchais du doigt tous les matins en me levant les dysfonctionnements massifs et dramatiques de la maison départementale des personnes handicapées, du point de vue des familles et du point de vue des équipes de professionnels. En arrivant ici, j'ai vu à quel point c'était aussi dramatique pour les personnels, pour les agents du Conseil général qui travaillaient dans des conditions absolument déplorables. Quand on a vu ça, la première visite qu'a fait le président dans les services 3 mai 2011, c'était à la MDPH avec Philippe Pétézo, moi-même, puis avec tous les services. En juillet 2011, nous avons fait voter le principe de la construction d'une maison départementale des personnes handicapées sur le site du campus et non pas à l'extérieur, avec une raison, qui était que l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées, c'est le cœur de métier du Conseil général du Val d'Oise. C'est pas quelque chose qu'on fait à côté en plus, c'est le cœur de métier. Le bâtiment, le lieu où on va accueillir les personnes handicapées, il est au Conseil général, comme les services municipaux sont dans la mairie. La première pierre a été posée il y a quelques semaines. On a fait des concours d'architectes, on a tout organisé. On a posé la première pierre le samedi 23 février et la maison départementale des personnes handicapées, dont vous pouvez voir le chantier si vous vous promenez dans Cergy, sera inaugurée le 23 novembre, c'est un samedi matin, et ce sera à 11h30 en présence de l'architecte, j'espère du préfet du Val d'Oise et j'espère du maire de Cergy et du président de la communauté d'agglomération qui seront naturellement invités parce que c'est un équipement qui affirme aussi le rayonnement de Cergy et de Cergy-Pontoise dans sa fonction sociale, dans sa fonction de service. Comment ça va se passer le suivi des dossiers pour les personnes ? Comment ça va s'organiser tout ça, cette transition ? On a procédé au regroupement géographique qui était un facteur bloquant pour toute une série de réorganisations parce que quand il faut transporter les dossiers dans des points qui sont distants de 4 km les uns des autres, vous imaginez que c'est compliqué. J'ai également lancé un plan de réorganisation interne qui s'articule autour de 5 axes. Le premier axe, c'est placer le bénéficiaire au cœur des préoccupations et l'accueil au cœur des préoccupations, l'accueil au sens large, puisqu'une maison départementale des personnes handicapées, ça accueille du public, c'est une équipe qui ensuite évalue la situation, et enfin c'est une équipe qui ouvre des droits, et des droits, c'est des droits administratifs, donc une reconnaissance de travailleur handicapé, une carte, ce sont des droits financiers, des allocations diverses et variées, et puis c'est aussi une orientation en établissement lorsque cela est nécessaire et lorsque la personne ne peut pas rester à son domicile. C'est pour accélérer la gestion des dossiers, parce que c'est long, c'est très long. Pour accélérer, il faut être regroupé, il faut également donc avoir conscience qu'on ne raisonne plus en administratif, et en logique administrative, on raisonne par rapport aux besoins et aux attentes des personnes. La deuxième chose, c'est qu'on a défini un processus cible, et une organisation. Cette démarche-là est en route. Ensuite, le système d'information, on va numériser tous les dossiers. Ensuite, on a tout ce qui est formation du personnel. Et enfin, on a tout ce qui est partenariat avec les différents acteurs, que ce soit les professionnels du handicap, les associations, mais aussi les CCAS, mais aussi, les CCAS, les centres communaux d'action sociale, mais aussi les hôpitaux et les établissements de santé. Bref, toutes celles et tous ceux qui, à un titre ou à un autre, concourent à l'accueil et l'accompagnement d'une personne handicapée dans sa vie, une personne handicapée ou sa famille. Nous allons mettre en place un système qui aura 2 ennemis, l'attente et le dossier signalé. L'attente parce que je souhaite que quand quelqu'un arrive à la maison départementale des personnes handicapées, on puisse régler son problème dans la journée. Pour connaître ses droits aussi en tant que personne. Ses droits, puis une série de demandes qui sont des demandes relativement simples et qui peuvent être traitées très rapidement. C'est notre objectif. On ne s'engagera pas sur une journée parce que c'est pas possible. Mais l'idée, c'est qu'une personne n'ait à se déplacer qu'une fois. Une personne n'ait à envoyer un dossier qu'une fois. Qu'on ne demande pas 10 fois les mêmes choses. Après, il y a des cas plus lourds qui nécessitent des visites à domicile, qui nécessitent des évaluations médicales. Ceux-là seront aussi traités, mais de façon différente. Et toute cette organisation-là, on ne peut la concevoir que si tout le monde est regroupé et toute l'expertise est regroupée. L'attente, on va lutter. Il y aura un accueil dans lequel on pourra recevoir, donner un interlocuteur à 15 personnes différentes en même temps. Et la deuxième chose contre laquelle je veux lutter, c'est le courrier signalé. C'est-à-dire que si vous avez une personne handicapée que vous connaissez, vous allez m'appeler, vous allez me dire, est-ce que vous pouvez regarder le dossier ? Oui, je peux faire accélérer. Et oui, votre dossier sera accéléré, parce que vous me connaissez. Sauf que c'est pas ça ma conception du service public. Ma conception du service public, c'est que tout le monde a le même service, qui il soit, et qui il connaisse. Alors après, qu'un élu connaisse Pierre-Paul Jacques, qu'on puisse mettre un peu d'huile dans les rouages, qu'on puisse voir pour un certain nombre de choses, pourquoi pas, dès l'instant que l'on respecte les lois et règlements. Dès l'instant que l'on respecte les lois et règlements. Mais on doit impérativement garantir à chacun un service de qualité dans des délais qui soient des délais les plus petits possibles. Comment se passe le traitement du dossier d'une personne handicapée ? Les personnes sont-elles rencontrées ? C'est très souvent, beaucoup trop souvent qu'une étude du dossier. Je souhaite mettre en place un certain nombre de
cas dans lesquels on rencontrera nécessairement les personnes handicapées, par exemple quand il y a une baisse du taux, par exemple quand il y a une réorientation, baisse du taux d'incapacité, quand il y a une réorientation. Il y a néanmoins beaucoup de gens qui sont rencontrés, personnes handicapées qui sont reçues à la MDPH, soit au point d'information, soit par les équipes d'évaluation. Il y a des visites à domicile qui sont faites, il y a des équipes qui travaillent, mais beaucoup de décisions sont prises sur dossier. Certaines le justifient. Je veux dire, quand vous allez chercher votre carte, quand vous allez demander votre carte de réduction de famille nombreuse à la SNCF ou pour certaines allocations familiales, vous n'avez pas besoin de rencontrer l'agent en charge. C'est une démarche administrative, quelque chose qui peuvent se faire de façon sans la présence des personnes handicapées, parce qu'il y a des gens qui demandent à être rencontrés, il y a des gens pour qui c'est un problème, il faut qu'ils prennent leur journée, il faut qu'ils viennent. Donc il faut trouver le bon équilibre. Mais ce que vous posez comme question, c'est le rôle d'une maison départementale des personnes handicapées. Est-ce que c'est un lieu d'écoute pour entendre la souffrance, pour entendre les difficultés? Et moi je ne crois pas. Je crois que les fonctionnaires doivent informer, je crois que les fonctionnaires doivent évaluer, je crois que les fonctionnaires doivent orienter, mais tout ce qui relève de l'écoute, tout ce qui relève d'une forme de soutien, une forme d'accompagnement, ça c'est les associations. Seconde question suggérée par Aurélie Daniel. Pensez-vous que les aides existantes prévues pour les personnes handicapées soient à la fois efficaces et suffisantes? Sinon, que pensez-vous faire pour y remédier? Alors, est-ce que vous savez combien d'argent est dépensé pour les personnes handicapées? 100 millions d'euros qui sont versés pour les allocations adultes handicapés. Il y a 20 millions d'euros qui sont versés au titre de l'allocation pour l'éducation et des enfants handicapés. Il y a 60 millions d'euros qui sont versés au titre de l'accueil dans les établissements. Il y a 28 millions d'euros qui est versé au titre des personnes accueillies à l'extérieur du département, parce qu'il y en a, celles qui sont en Belgique, mais celles qui sont aussi en province du choix des familles. Et il y a 24 millions d'euros, servis au titre de la prestation de compensation du handicap. Quand vous additionnez tout ça, vous voyez qu'on est à pas loin de 200 millions d'euros sur le Val d'Oise. Et je ne compte pas, parce que je n'ai pas les chiffres, tout l'argent et tous les budgets des IME et des MAS, maisons d'accueil spécialisées, IME, Institut médico-éducatif, tous les établissements gérés par l'Agence régionale de santé. Donc est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est beaucoup d'argent. Et ce que je peux dire aussi, c'est que le budget du Conseil général en matière de prestation de compensation du handicap a augmenté de 5% cette année, seul budget en hausse, et que celui des établissements a augmenté de 7%, seul budget en hausse. Pour ce qui est du Conseil général et pour ce que nous faisons, je crois qu'il y a un effort considérable. Est-ce que c'est efficace? Non, pas assez. Non, pas assez, parce qu'il y a encore des besoins qui ne sont pas bien satisfaits, mais il y a aussi de l'argent qui est versé et qui pourrait ne pas être versé, mais il y a aussi des situations qui ne sont pas optimisées. Et ça ne peut se traiter qu'au cas par cas. Que pensez-vous de la communication entre les différents services amenés à intervenir sur un même dossier, MDPH, CAF et préfecture? Moi, je suis pour une réunification sous l'égide de la maison départementale. Parce que la maison départementale des personnes handicapées, elle rassemble tout le monde. L'ARS, la préfecture, la caisse d'allocation familiale, l'éducation nationale, le conseil général, bref, tous ceux qui ont un titre, les services de l'État avec la directe, tous ceux qui ont un titre ou un autre interviennent. Donc moi je serai pour que les enveloppes soient confiées à la MDPH et ensuite gérées. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, ce sont les utilisateurs, ce sont les bénéficiaires qui doivent faire ce parcours du combattant. Mais ça, c'est pas le conseil général qui décide. Ça, c'est la loi. Et il faut dire à Aurélie Daniel que c'est monsieur le député qui a le pouvoir. C'est monsieur le député qui décide, qui va traiter de l'acte 3 de la décentralisation. C'est le gouvernement qui a décidé, là, si j'ai bien lu, de saucissonner la loi sur l'acte 3 de la décentralisation, de faire d'abord les métropoles, puis après la région en novembre, et puis le reste, après les municipales. Le reste, c'est précisément la question, notamment, des personnes handicapées, et notamment la question des ESAT. Et c'est le projet de loi qui ne prévoit pas le regroupement entre maisons d'accueil spécialisées et foyers d'accueil médicalisés. Moi, je crois qu'il faut le faire. Et c'est la loi qui impose le dossier CERFA tel qu'il est, en 8 pages ou en 10 pages, impossible à remplir. On ne peut pas faire autrement. Moi, je pense qu'il faudrait faire un autre dossier. Donc, je suis complètement d'accord. Comme vous le savez, me préoccupe des personnes handicapées. J'ai la vision de l'élu, bien sûr, parce que je suis ici prioritairement, et je vous parle non pas en tant qu'utilisateur, mais en tant qu'élu. Si j'étais qu'utilisateur, vous ne m'intervieweriez pas. Mais j'ai en permanence en tête la question du bénéficiaire. C'est pour ça que l'axe 1 du plan de réorganisation, c'est d'abord penser usager, d'abord penser bénéficiaire, ensuite penser organiser la logique administrative. Et donc, parce que moi, je sais ce que c'est. Et moi, j'ai connu le problème. Mais je sais aussi que l'action publique ne peut pas tout réparer. Et quand vous avez un enfant handicapé, il est handicapé pour toujours. Et quoi qu'on fasse, quoi qu'on décide, toujours ce sentiment ou d'injustice, pas de revanche, de mise en cause des institutions, parce que la MDPH est le premier endroit où on vient expliquer ce qui arrive. Donc qu'on accueille les gens, il faut les accueillir. Et d'ailleurs j'ai dit que la MDPH n'est pas le 12e bâtiment du campus, c'est une maison. J'ai demandé aux architectes de prévoir que ce soit une maison. Et les services ont travaillé pour que
l'accueil soit une maison. Donc c'est-à-dire que quand vous accueillez les gens chez vous, vous les recevez avec certaines formes, je suppose peut-être vous leur offrez un café, un verre d'eau, vous faites en sorte qu'ils se sentent à l'aise. C'est ça que j'ai demandé. C'est pas un bureau administratif. Et tout dépendra des agents, tout dépendra de notre capacité à faire passer ce message. Ça ne se fera pas d'un claquement de doigts. Mais c'est ça l'ambition. Où en est le Val d'Oise au niveau du handicap? Pour ce qui est du conseil général, on est bien. Tout ce qui est, même si on a encore 190 personnes qui partent en Belgique, mais c'est toujours pareil, on est dépendant de l'ARS et donc on est toujours dans un système dans lequel chacun peut dire que c'est l'autre. L'ARS peut dire que c'est le conseil général peut dire que c'est l'ARS. C'est pour ça que moi je suis pour une réunification. On donne les manettes et on donne les responsabilités à un seul et même interlocuteur et alors il a l'ensemble des éléments pour prendre des décisions. C'est ce qui a été fait pour le STIF. On a supprimé le copilotage. C'est ce qui a été fait pour le RSA. On a supprimé le copilotage État-département. C'est ce qui a été fait pour le FSL. On a supprimé le Fonds social logement. On a supprimé le copilotage État-département. Et là, on le maintient. Pourquoi ?